Bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver pour l'ouverture officielle de la 24e saison de l'Institut Maïmonide. C'est le deuxième rendez-vous car nous avions la semaine dernière une belle projection débat autour du film Histoire de l'antisémitisme récemment diffusé sur Arte avec Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal. Nous sommes heureux et honorés d'avoir Alban Zanchiello, adjoint au maire de la ville de Montpellier, président de la métropole de la Fosse, qui est un ami de longue date, qui était là la première soirée de la création de l'Institut Maïmonide en l'an 2000 avec Jean Fraîche, et je lui cède avec grand plaisir la parole. Merci, bonsoir mesdames et messieurs. C'est un redoutable honneur d'abord de représenter Mickaël Delafosse. Je vous prie d'excuser l'absence ce soir parce que l'historien qui est aurait sans doute conversé avec vous de manière plus tôt que ce que je vais faire. Je vais le faire de manière la plus rapide possible. Saluer M. Albert, membre du conseil municipal qui est dans la salle, et puis beaucoup d'amis de très longue date. Oui, c'est vrai, c'est un honneur et aussi une émotion parce qu'il y a longtemps que je suis les travaux de l'Institut. Me voilà aujourd'hui en capacité de m'adresser à vous. Internement, en midi, dans le midi, et oui. Et oui. Et donc l'histoire, celle que l'on est condamné à revivre si on ne se souvient pas, si on n'y fait pas face, nous rappelle que oui, dans le midi, il y a eu aussi des camps d'internement. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir, ce que nous allons entendre ce soir, ce qui me ramène toujours à l'idée qu'il faut se souvenir, faire vivre la mémoire, la développer, travailler avec les enfants, développer toute cette œuvre de la transmission. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite simplement à une petite visite au mémorial de Rivesaltes, qui vit passer tant de misère au pluriel, et une grande partie aussi, malheureusement, de gens de la communauté juive qui furent ensuite déportés à Drancy et plus tard vers des camps de la mort. Donc c'est autour de ça aussi qu'il faut rester bien conscient ce soir. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais définitif, et dans cette ville qui est la ville de la discussion, la ville du débat, on en parlait tout à l'heure, quand les anciens étudiants reviennent avec émotion, je suis heureux en tout cas d'avoir l'honneur d'être parmi vous ce soir. Bonne conférence, merci beaucoup. Merci à vous. Merci chaleureusement Alban d'être présent et de représenter Mickaël Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole. Je voudrais excuser également Carole Delga, président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Madame le professeur Mireille Adassemel, président de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès-Thomas-d'Aquin, saluer la présence de Charles Henry, président délégué, de Roger Torgeman, vice-président, de Brigitte Claparède-Albert, président de France Israël, ou encore de son frère, Luc Albert, présent, et nous en sommes ravis. Bienvenue à toutes et à tous pour l'ouverture de cette 24e saison de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès-Thomas-d'Aquin, Institut Maïmonide jusqu'en 2016. Notre institution s'étant enrichie d'Averroès et Thomas d'Aquin afin de reformer le trident abrahamique rationaliste, soucieux tous trois de concilier l'inconciliable pour le Moyen-Âge, les raisons du cœur et de l'intelligence, la foi et la raison, Athènes et Jérusalem, une lecture fidéiste des textes sacrés étayés par la raison. Et nous avons reçu, pendant une double décennie, pléthore de savants, d'universitaires, de chercheurs, de journalistes, pour essayer de dépassionner, autant que faire se peut, des sujets complexes, des questions ardues. Et bon an, mal an, nous avons réussi notre pari. Nous sommes restés une petite structure, mais avec de grandes ambitions. Et Élie Wiesel, le cardinal Lustiger et bien d'autres ont contribué à faire de ce petit institut un institut qui joue pleinement sa partition. Cette saison a pour fil conducteur l'antisémitisme et la Shoah. Tout d'abord parce que les derniers survivants du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité s'éteignent les uns après les autres, parce que le combat contre l'antisémitisme est un combat important, qui est d'ailleurs mené par Carole Delga et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et donc, dans la brochure que nous avons réalisée, vous verrez un certain nombre de manifestations qui sont liées à la plus vieille aide de l'histoire, pour paraphraser le professeur Robert Wistrich, aujourd'hui disparu à l'Université Paris-Jérusalem. Nous recevrons pour le Salon du livre des non-juifs à la Vivorca, ce sont une table ronde sur la Shoah. La semaine dernière, Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal. Nous nous retrouverons avec
Maurice, non pas pour un trio, mais pour un duo au printemps prochain. Je dis cela parce que sa fille est musicienne de talent, c'est pour ça que j'emploie une terminologie toute musicale. Alors, dans cette brochure, vous verrez des intervenants de renom. Je parlais de Pierre Birnbaum, mais il y a aussi Julien Dormand, Amos Reichlein, Riyad Astlebel, Georges Bensoussan, Boris Cyrulnik. Voilà, nous avons essayé de vous concocter une programmation de choix, de qualité, avec des universitaires de qualité, et nous espérons que vous, à l'issue de cette 24e saison, vous en sortirez sans forfanterie aucune, un petit peu plus instruits, nous les premiers. Inédit ce soir, une table ronde sur les camps d'internement du Midi de la France, dans le cadre du 80e anniversaire des Raves de l'été 42. Il y a eu un certain nombre de cérémonies mémorielles qui se sont tenues avec, pour point d'orgue, donc ce 80e anniversaire, et notamment à l'hôtel de ville de Montpellier, en présence de Michael Delafosse en juillet dernier, pour la cérémonie commémorative des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France, une cérémonie voulue depuis 1995 et l'entrée des Justes au Panthéon par l'ancien président Jacques Chirac. Ces rafles de l'été 42, voulues par le Troisième Reich et orchestrées de manière zélée par le régime de l'État français de Vichy. Alors pour cette rencontre en partenariat avec le Comité français pour Yad Vashem et le Mémorial de la Shoah, je vais céder d'ici quelques instants la parole, le micro à Maurice Lugassi, professeur de lettres, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah, qui va animer le débat, non sans avoir, au préalable, dédié cette soirée à la mémoire d'Edith Moscovitch, enfant caché pendant la Shoah, interné avec sa famille à Portée-sur-Garonne, dans le camp de sinistre renommé du RCB2. Chevalier de la Légion d'honneur, elle a été déléguée régionale du Comité français pour Yad Vashem et elle m'avait laissé la délégation en Languedoc-Roussillon et j'ai eu l'honneur avec elle de remettre de nombreuses médailles et diplômes de juste barbellisation dans cette belle région d'Occitanie. Il m'est agréable de remercier les différents médias qui ont annoncé l'événement, Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Radio Aviva et Academ. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et revoir ces conférences, ou découvrir d'autres rencontres et conférences sur la chaîne YouTube de l'Institut Maïmonide. Voilà Maurice, c'est à toi. Merci beaucoup Michael. Merci pour cet accueil. Et c'est vrai que c'est un grand honneur d'ouvrir ainsi cette session, cette année universitaire. Comme le rappelait monsieur l'adjoint au maire, j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai grandi à Perpignan, je suis venu ensuite à Montpellier, et Montpellier est une ville qui m'est chère, et la famille Yonkou est une famille avec laquelle j'ai des liens particuliers. On a la chance à Toulouse, pour l'abscisse, à Toulouse d'avoir une fille au grand talent musical qui est Sarah. Ce soir, on voulait absolument évoquer ces camps, on voulait absolument évoquer ce qui s'est passé à Montpellier et autour de Montpellier, et pour cela, on a invité Alexandre Doluth. Alexandre est actuellement le meilleur spécialiste de la déportation en France. Alors son humilité en prend un coup, mais c'est vrai, le meilleur spécialiste de la déportation en France, le meilleur spécialiste des camps en France. Sa thèse qui a été passée très brillamment avec Laurent Joly, Denis Péchanski, sera éditée prochainement à CNRS Éditions, et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Donc ce soir nous aurons la primeur de beaucoup d'informations qui sont pour l'instant inédites. Et il est vrai qu'à Montpellier, Michael Yankou est le spécialiste de cette histoire, donc il était évident que nous devions les réunir. Nous avons prévu une troisième intervenante, archiviste à Agde, qui a fait un travail remarquable sur le camp d'Agde, un travail remarquable dans lequel elle cite abondamment les travaux de Michael, mais elle a fait un travail d'archiviste avec des photos. Malheureusement, son état de santé l'empêche d'être là ce soir, et je vous présente donc des excuses de sa part.
Nous, on va aborder cette période, on va l'aborder de manière chronologique, avec à chaque fois la macro-histoire, l'histoire nationale, l'histoire de Vichy, ce qu'il en est du régime de Vichy, ce qu'il en est de la manière d'appliquer les directives allemandes, et puis les répercussions à Montpellier, autour de Montpellier, et en particulier avec le camp d'Agde, mais pas seulement. Cette manière chronologique fait que, parce que j'ai l'impression de parler un peu trop fort, je vais parler moins fort, j'ai tendance en tant que prof, à essayer de toucher le fond de la salle alors qu'il y a un micro qui amplifie à ma place. Cette manière chronologique fait qu'on a toujours tendance à croire que l'histoire de la Shoah dans le sud de la France a commencé en 1942 au moment de l'occupation de la zone sud, de l'occupation de cette zone qui était alors dite libre. Or, cette histoire a commencé beaucoup plus tôt, elle a commencé dès 40, dès la défaite, et c'est Alexandre qui va nous évoquer pour nous l'arsenal juridique et finalement le sort des Juifs. Alors pour cette région, ce sont surtout les Juifs du Bas-Paladinat, les Juifs d'Alsace-Moselle. Comment ils sont arrivés dans le sud dès 1940. Merci Maurice, à qui, vous l'avez compris, j'ai signé un très gros chèque il y a quelques minutes. Je remercie Michael aussi. Pour moi, c'est un plaisir et vraiment un honneur d'être figuré dans la programmation de l'Institut Maïmonide Averroès de Daquin, comme vous l'imaginez. Je vais rentrer tout de suite dans ta question, Maurice, sans non plus marcher sur les plates-bandes, j'allais dire grossièrement, de Michael, parce que le camp de Dagde, finalement, est central dans la mise en place du système des camps en France. J'essaierai d'en parler peu. Il y a une difficulté dans cette histoire, c'est qu'elle prend ses racines à la fois dans la période républicaine, c'est-à-dire les camps pour ressortissants ennemis qui vont fonctionner depuis l'année 39, septembre 39 surtout, mai 40, donc jusqu'à la fin de la République. Donc il y a une sorte de continuité avec certains de ces camps qui n'ont pas fermé. Et la période de Vichy, c'est la première difficulté. Je parle trop fort. L'autre difficulté, finalement, c'est que ces camps, pour moi, ne forment pas un système vraiment cohérent. Il y a une part d'improvisation constante. Il y a des transferts de population entre ces camps. Encore une fois, le camp d'Agde, il est assez central durant l'année 1940. Donc c'est une vraie difficulté d'avoir une vision générale des camps. Alors, ceci dit, il y a quand même des grands camps dans le sud de la France qui ont plus d'importance que d'autres. Alors le principal, Maurice, tu en as parlé sans le citer, c'est le camp de Gurs. Parce que le camp de Gurs est celui qui a reçu le plus d'étrangers juifs durant l'année 40, et finalement, ces populations vont garnir les effectifs de plusieurs autres camps, dont celui de Macébédou, dont tu as parlé, Michael, Noé, Rivesaltes. Alors, j'imagine que tu voulais que je parle des premières populations qui sont intervenues. Oui, donc c'est ça. Comment se fait-il que nous ayons les populations juives qui sont venues dans le sud, certaines sont venues pour fuir l'uniforme allemand, donc ils sont arrivés dans la zone non occupée, mais d'autres sont venus contraintes et forcées. Quel est l'objectif du régime de Vichy par rapport à ces populations finalement déportées dans le sud? Alors je vous parlais de l'improvisation. Finalement, ce qui est assez remarquable, c'est que le plus gros groupe à la fois d'internés juifs puis de déportés juifs de l'année 42 en zone libre
n'est pas un groupe dont Vichy était, comment dire, c'est un groupe qui a été imposé à Vichy par les Allemands, c'est-à-dire c'est ce fameux groupe des expulsés juifs du Bad Württemberg, le Bad Palatinat et la Sarre. Alors c'est une opération qui est bien connue, le 22 octobre 1940, le Gauleiter de cette région fait arrêter, convoque tous les juifs des différentes villes de la région, donc en particulier Karlsruhe et Mannheim, les convoque dans certains lieux publics des villes, ils sont arrêtés tout de suite, ils n'ont que 10 minutes pour faire une valise, et ils sont jetés dans des wagons à bestiaux. Il y a 7 trains qui acheminent toute cette population, qui représente 6500 personnes en tout, vers la ligne de démarcation. Ce qui est curieux, c'est une opération qui a été décidée unilatéralement, c'est-à-dire que le régime de Vichy a dû passer entre Mâcon et Chalon-sur-Saône en direction de Lyon, ces trains de civils, sans comprendre de qui il s'agissait. Parce qu'au même moment, en fait, c'est une période assez critique, puisque c'est celle des expulsions aussi de certaines populations d'Alsace, dont des juifs, mais pas seulement. De gros déplacements aussi de Moselle, des dizaines de milliers de personnes à la même période sont acheminées vers la zone libre. Donc le régime de Vichy voit passer ces 7 trains et ne comprend que trop tard qu'il s'agit de juifs allemands. Et c'est une violation des clauses de l'armistice de 1940. Mais c'est trop tard, les Allemands, donc le général Weinziger, qui est le ministre de la guerre à l'époque, proteste auprès de la commission d'armistice, mais rien n'y fait. Les Allemands font comprendre au régime de Vichy, au gouvernement, que si pour le régime de Vichy il y a un partenariat avec l'Allemagne, pour les Allemands il n'y a pas de partenariat. Le régime de Vichy, ça reste le régime des vaincus. Donc gardez vos internés et débrouillez-le. Donc on a comme cela, Michael, cet afflux de personnes. Montpellier à ce moment-là contient une petite communauté juive. Comment Montpellier va réagir? Effectivement, vous m'entendez? Il va y avoir une communauté dans la communauté. Le président de la collectivité juive montpelliéraine, César Luciel, de souche ottomane, un célèbre lignage. Si au Moyen-Âge il y a eu les Thibons, pour le début du XXe siècle, il y a eu les Luciel. Le fils va participer à la libération de Montpellier, le petit-fils sera président de Montpellier. César Luciel, président de la collectivité juive, organise l'arrivée, avec le déclenchement de la guerre, la défaite, d'un certain nombre de réfugiés de Pologne, de Luxembourg, de Belgique, et il s'occupe du quotidien de ces représentants de la mosaïque, de ces Israélites. Il n'est pas le seul, il y a évidemment le rabbin Henri Fini, qui est le premier docteur de la loi depuis la période médiévale, qui sera amené à avoir une belle carrière rabbinique par la suite à Paris. Et son gendre n'est autre qu'Alain Goldman, récemment décédé. Et à qui l'on doit, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'avoir un tableau relativement sombre des conditions dans le camp de transit à Cateau. Nous avons 2 tableaux qui nous dépeignent des conditions atroces. On le doit au préfet de l'Hérault et on le doit au rabbin Henri Fini. Donc César Luciel, et il n'est pas le seul, Nicole Wertheimer, je crois qu'il nous a récemment quittés, et le rabbin Henri Fini vont s'occuper de l'arrivée de réfugiés du nord au-dessus de la France, Belgique, Luxembourg essentiellement. Les premières communautés juives de la région sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est Montpellier, Sète, qui s'orthographie autrement, Arques, Béziers. Et l'héritage montpelliérain est le suivant. La collectivité est composée d'Ashkénazim, de Séphardim Tahor, de Séfarades du bassin méditerranéen, essentiellement de Turquie, l'enfant de l'Empire ottoman, de Grèce, souche salonicienne, d'ailleurs César Luciel est de souche salonicienne, d'Égypte. Et effectivement, au travers d'une organisation remarquable, les Juifs apatrides vont pouvoir effectivement être
l'arsenal législatif oppressif du régime inique de l'État français de Vichy va opérer. Et la destruction des Juifs d'Europe, lentement mais sûrement, crescendo, va effectivement pousser les uns et les autres à survivre. Mais voilà, il faut mettre en lumière l'action méritoire, l'action méritante tant de César Luciel que du rabbin Richelieu. Alors, on est en 40. En 40, on a déjà les Juifs qui sont dans le sud, qui viennent du nord, on l'a vu, qui viennent d'autres pays. 41, la création du commissariat général aux questions juives. Montpellier, c'est la région 18. Région 18, Toulouse, c'est la région 17. Et à Montpellier, le commissariat général aux questions juives va commencer à faire les spoliations, à faire le recensement. Oui, effectivement, quand on pense à la destruction des Juifs, on pense évidemment à l'épilogue douloureux de la destruction dans les chambres à gaz, dans les fours crématoires, mais bien évidemment, c'est d'abord la perte des droits civiques. Si charbon acquis en France, la France est le premier pays à émanciper tout un chacun avec la Révolution française et les droits de l'homme et du citoyen, puis on va avoir deux retours en arrière formidables avec l'affaire Dreyfus et l'origine de Vichy. Et je rappelle que la législation oppressive vichiste est terrible. 400 lois, ordonnances, décrets qui mettent au banc de la société les Israélites, alors qu'ils ont versé leur sang pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, il y a le statut des Juifs d'octobre 40, la première ordonnance allemande d'aryanisation économique, il y a alors le deuxième statut des Juifs de 41, et effectivement, les Juifs se voient dépossédés de tout ce qu'ils ont. Et ici, la problématique des spoliations, que j'ai beaucoup traité dans mon mémoire de maîtrise, va toucher des petites gens. Si on a pu parler pour la capitale de grande fortune, les Laurent Veil notamment, ici ce sont des petits gens, voilà, snobisme aucun, on est des petits commerçants qui vont se voir dépouillés du peu qu'ils ont, à l'exception du patron des Galeries Lafayette qui se trouvait au niveau du Beaumont. Ce sont des Juifs qui n'ont que peu de moyens et ils vont se retrouver effectivement dépossédés par le ministère des Affaires juives du régime de Vichy, le CGPJ, le commissariat général aux questions juives, qui va méticuleusement déposséder les Juifs de leurs biens. Les spoliateurs vont devoir faire une attestation d'arianité, de non-appartenance à la race juive, et s'enorgueilliront de ne point avoir d'ascendance judaïque. Et les chefs d'âge vont d'une vingtaine d'années à 70 ans. Je tairai certains noms de Montpellier pour ne pas mettre mal à l'aise leurs descendants. Mais voilà, ils vont lentement mais sûrement s'attaquer aux Juifs. Juste un exemple, on a un commerce qui appartient à un Juif. L'administrateur provisoire remplace le patron de religion juive par l'employé non juif. Il y a un tollé de la population et finalement le patron juif est réintégré dans sa fonction. C'est un cas relativement exceptionnel et moi qui me pousse à vouloir accentuer sur le fait qu'à Montpellier, ça s'est mieux passé qu'ailleurs. Peut-être. Alors, ailleurs, justement, cette spoliation, cette politique anti-juive qui commence en 1940, elle est le fait du régime de Vichy, mais elle est le fait tout simplement du maréchal Pétain. Alors, la première initiative, et là on parle de la zone occupée, on ne parle pas de, j'allais dire chez nous, parce que moi je suis du sud-ouest. Les premiers, ce sont les Allemands qui décident la confiscation des Juifs, et finalement la première ordonnance contre les Juifs, donc vous connaissez surtout la 8e, qui est celle qui institue le port de l'Étoile en juin 1942, mais la première, celle qui vise à recenser les Juifs, elle vise à les recenser surtout pour connaître leurs possessions, leurs économies, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement comme entreprise, etc. Au départ, c'est les Allemands, mais il est bien entendu qu'avec un régime d'extrême droite qui est au pouvoir après des années de propagande, il est bien évident que ça rejoint complètement les objectifs de Vichy. Mais je voudrais dire quelque chose sur cette histoire de spoliation.
C'est vrai que ça a traversé tout le pays, mais si on doit faire le lien avec l'histoire des Juifs internés et déportés en zone sud, finalement, on se rend compte que ça ne touche qu'une petite partie des déportés, c'est-à-dire que je pense même la majorité des Juifs qui ont été déportés de zone libre, les 10 000 Juifs déportés, j'anticipe un peu, excusez-moi, déportés à l'été 42, ce sont des gens qui n'ont plus rien. Alors il y a à la fois les expulsés de Bad Palatina dont j'ai déjà parlé, qui sont partis avec une valise d'autres bricoles, les bijoux de famille, etc. Et encore, quand ils l'ont pu. Les réfugiés qui arrivaient de Belgique, dont Michael a déjà parlé, ce sont déjà des Juifs qui ont tout perdu parce que la plupart sont des Allemands et des Autrichiens qui ont dû fuir le plus souvent leur pays après la nuit de cristal, donc assez récemment à la fin de l'année 38, et la condition pour quitter le pays, c'était de tout abandonner derrière eux. Donc finalement, les premiers déportés du mois d'août 42 de la zone libre, ce sont justement des indigents complets. Eux ne peuvent être spoliés puisqu'ils ne possèdent rien. Malgré tout, il y a quelques personnes qui ont été spoliées après avoir été raflées à l'été 42. On en a eu chez nous à Lot-et-Garonne, mais il se trouve qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel chez nous, c'est que les valises des personnes qui ont été raflées le 26 août 42, j'anticipe encore, excusez-moi, qui devaient accompagner ces personnes, 300 personnes à Drancy depuis le camp de Casseneuil, Lot-et-Garonne, les valises ne sont pas parties. Le résultat, pour rejoindre l'histoire des spoliations, c'est que les valises ont été inventoriées, vendues aux enchères en place publique. Il y a une vingtaine de ventes où la population s'est présentée. Donc on connaît, grâce à ce stock de valises qui a été vendu, en fait, que possédaient ces personnes-là. Et le plus souvent, c'est rien, quoi. C'est des habits, c'est des jouets des gosses, quelquefois une montre, mais on voit bien qu'on est en présence de population qu'on ne peut pas spolier chez nous. Alors, avant, c'est vrai que les spoliations concernent précisément les Juifs installés déjà à Montpellier. Revenons aux Juifs étrangers, parce que ce qui apparaît très clairement, c'est qu'on a deux histoires qui vont se croiser, des histoires presque parallèles, qui se croisent, il y a beaucoup de croisements, les Juifs français et les Juifs étrangers. Pour les Juifs étrangers qui arrivent à Montpellier, comme dans toute la zone sud, ils ont trois sorts possibles. L'internement, pour ceux qui peuvent prétendre à subvenir à leurs propres besoins, ils sont assignés à résidence, et puis les groupements de travailleurs étrangers. Pour Montpellier, y a-t-il des assignés à résidence, ou y a-t-il des lieux, par exemple, mon champ d'études c'est surtout autour de Toulouse, autour de Toulouse c'est à Aulus-les-Bains, à La Cône, et dans d'autres villages autour de Toulouse, des Juifs sont assignés à résidence. Qu'en est-il pour Montpellier? Alors, hormis les camps, les Juifs étrangers sont incorporés dans les groupements de travailleurs étrangers, ce que l'on appelait aisément les GTE. Alors, c'est environ 250 hommes correspondant à une compagnie, dont les anciens combattants et les engagés volontaires servent de cadre et dépendent du commissariat de lutte contre le chômage. Et c'est à partir des transferts d'Internet commande du camp que Vichy va augmenter le nombre de travailleurs juifs encadrés. 5 groupements ont leur siège à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Montpellier. Et dans le département, les GTE, les groupements de travailleurs étrangers, étaient hébergés dans de nombreuses localités. Près du lieu de travail, et les conditions d'hébergement diffèrent d'un endroit à l'autre. Et les effectifs du 311e groupe de Carmont comportaient de nombreux juifs s'élevaient début 42 à 104 travailleurs. 58 unités cantonnées à Carmont, dont 3 constructions séparées, 23 au camp d'Agde, et au début du mois d'août de la même année, les effectifs de ce groupe vont s'élever à 110 travailleurs juifs, la plupart d'origine polonaise, tous entrés en France après le 1er janvier 1936. Cette date qui revient très souvent. Puis, à plusieurs reprises, le camp d'Agde va être cité, et on en parlera vraisemblablement tout à l'heure. Alors, ces groupements de travailleurs étrangers, ils ont une situation à part. On s'était rencontré avec Geneviève Dreyfus-Armand à Toulouse. Elle nous disait que dans le sud, donc on prend la région de Toulouse, la région 17, la région de Montpellier, région 18, telle que le régime de Vichy les a définis, dans ces deux régions, on compte à peu près 200 lieux où les Juifs ont été finalement internés.
outre les camps d'internement que nous connaissons, Gurs, Ritzalt, Agde, Noé, Bédou, etc., on a aussi ces campements de travailleurs étrangers qui sont beaucoup moins connus. Tu peux nous en parler? Tu me coupes parce que je peux être long. Alors déjà, une chose finalement qu'on nous néglige toujours, c'est que ces groupes de travailleurs étrangers n'emploient que des hommes. Ce qui est capital en fait pour comprendre comment en 1941 dans les camps de chez nous, on trouve surtout des femmes et leurs enfants. Parce que leurs maris ont eu la possibilité d'être incorporés dans ces fameux groupes. Alors c'est une loi qui les a créés, donc Michael l'a dit assez rapidement, en septembre 40, mais ils prennent la suite d'une histoire assez récente, celle des compagnies de travailleurs étrangers qui avaient été créées après la retirada, donc pour les Espagnols qui ont été, pour les mêmes raisons, pour désengorger les camps, et plutôt que d'entretenir des oisifs dans les camps, les faire travailler. C'était ça le calcul, à des travaux forcés plus ou moins durs. Alors ce qui est compliqué dans ta question, Maurice, c'est qu'il peut arriver que ces groupements, ce soient physiquement des camps, avec une surveillance, des barbelés, des miradors, etc., comme à cette fond. Le plus souvent, tu as employé le terme de cantonnement, c'est le bon terme, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de sortie. Le dimanche, par exemple, là, la surveillance est plus ou moins lâche. Les hommes qui sont là entretiennent quand même des rapports plus ou moins bons avec les gardes. Je pense, moi, vraiment, pour ces hommes qui obtiennent de Gurs ou d'ailleurs l'incorporation dans un groupe, c'est peut-être pas une libération, mais c'est une énorme bouffée d'oxygène. Mais certains groupes sont connus, comme celui de Saint-Georges-de-Rac, je crois que c'est en Haute-Loire, pour être quelquefois atroces, parce que ce sont des travaux, là ils extraient de l'arsenic, quelquefois des travaux très dangereux. Pareil, les chantiers forestiers dans les montagnes sont potentiellement très dangereux, mais le plus souvent la situation, c'est un peu celle des Espagnols, c'est affecté individuellement chez les paysans. Donc tous ces hommes sont physiquement incorporés dans un groupe, mais ils travaillent en fait chez les particuliers. On va y arriver en 42, je reste encore un peu avant. On a les camps, on sait que la première cause de mortalité dans les camps, c'est la faim. Ça peut sembler fou, mais c'est ainsi. Deuxième cause, la maladie. Mais on sait aussi que se mettent en place des réseaux d'assistance. Tu as évoqué le rabbin de Montpellier. Au camp d'Agde, comme ailleurs, on a notamment des organisations juives qui sont là en assistance. Oui, effectivement. Tout un maillage, une toile d'araignée d'associations, d'organismes d'entraide. Bien évidemment, l'œuvre de secours aux enfants, le mouvement de la jeunesse sioniste, il y a eu le Joint américain, l'organisation reconstruction du travail, le CAR, je cherchais en 15, le comité d'assistance aux réfugiés, qui vont essayer, autant que faire se peut, d'apporter une assistance à des juifs ostracisés, pourchassés par le régime de Vichy, par le Troisième Reich. Et j'ai pu travailler dans la thèse de doctorat sur cette résistance active, résistance passive, et j'ai essayé d'apporter un éclairage modeste sur ces différentes associations, sans oublier, on en parlera vraisemblablement en mars avec Maurice, les éclaireurs israéliens de France qui deviendront éclaireurs israéliens de France, on a reproduit la photo dans la brochure, et notamment les frères Roger et Marcel Radvol, qui ont eu une activité méritante soutenue et qui seront récompensés par un passage aux armes à Saint-Flour. Donc il est à mettre en lumière cette résistance juive à Montpellier pendant la guerre avec les éclaireurs israéliens de France, notamment. Mais pas seulement. Alors, il y a une figure qu'on retrouve dans le camp d'Agde et ça nous montre le passage d'un camp à l'autre, parce que les camps sont reliés entre eux. Non seulement les populations juives peuvent passer d'un camp à l'autre, mais aussi l'assistance. Et dernièrement, j'étais à Lyon avec près de 70 jeunes venant de toute la France, et on a regardé des extraits du procès de Klaus Barbie. Et dans ce procès, évidemment, il est question des enfants d'Isieux et il est question de Sabine Zlatine. Elle a commencé à Gurs, mais elle est passée au camp d'Agde.
Effectivement, si l'on devait retenir, c'est ma formule, quand je parle du Moyen-Âge avec le milieu, qu'une seule chose, c'est l'apport des Juifs dans les aspects de la médecine, et si l'on ne devait retenir qu'un seul patronyme pour la Seconde Guerre mondiale à Montpellier, ça serait sans nul doute Sabina Latine. On pourrait parler de Georges Charpak, qui était jeune, sous le nom d'emprunt de Georges Charpentier, il a participé effectivement à certaines actions résistantes, mais Sabina Latine, la dame d'Isieux, est de mettre en lumière. Bien évidemment, l'histoire a retenu l'épilogue douloureux d'Isieux, où les 44 enfants martyrs ont été arrêtés par Klaus Barbie. Mais il nous faut savoir qu'ils ont passé l'essentiel de la guerre dans notre beau département éreinté, entre Palavas et les Flots et Campestre. Ces 44 enfants ont effectivement été la plupart du temps entre Palavas, les Flots et Campestre, et avec le passage de la zone sud en zone occupée, le département côtier trop visible, ils vont monter à Lisieux dans l'Ain, et là ils seront arrêtés par Klaus Barbie. Comprenez-vous, il représentait un danger terrible pour le Troisième Reich, ces 44 enfants. Il leur a été vérifié qu'ils étaient tous juifs. Et c'est fort de cet acte que Klaus Barbie sera condamné pour crime contre l'humanité. Et je le dis en passant, il aura été plus facile, plus rapide de condamner les nazis que le régime d'État français de Vichy pour la France. Il aura fallu voir le procès Barbie avant de parler du procès notamment Papon. Et donc effectivement, ces 44 enfants, on appelle la colonie des enfants réfugiés, la colonie des enfants d'Isieux, mais c'est la colonie des enfants réfugiés de Léon. Et j'aimerais juste apporter une anecdote concernant cette histoire. Sabina Latine était monitrice, et avec sous sa grande capeline de la Croix-Rouge, elle a extrait du camp d'Agde 300 enfants juifs et 30 enfants tziganes, et notamment une petite fille, Diane Popovski, qu'elle a confiée à une famille chrétienne, montpelliéraine, la famille Pagnarès, qui a caché cette petite fille l'essentiel de la guerre. Et j'ai reproduit dans mon livre sur ma thèse de doctorat la photo de cette petite avec Madame Pagnarès. Et on a pu enquêter sur cette histoire, notamment avec Carole il y a quelques décennies, et on a pu obtenir de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem le titre de Chassidei Olam, de Juste parmi les nations, pour la famille Pagnarès. Qu'a-t-elle fait cette famille Pagnarès? Non content d'avoir abrité cette petite juive Popovski, elle a effectivement, avec ses deux filles, été présente en suivant la montée à l'issue dans l'Inde des 44 enfants. Quelques mois avant le procès Barbie, Serge Klarsfeld, qui doit intervenir dans le procès, recherche deux jeunes filles qui ont pris des photos à la colonie des enfants. Il fait passer dans Midi Libre une annonce. Les sœurs Pagnarès, Chance, lisent le journal et contactent aussitôt Serge Klarsfeld. Ces deux sœurs vont intervenir, qui auront pris plein de photos des 44 enfants martyrs, vont témoigner au procès Barbie. Et elles auront été d'un apport considérable dans le fait de mettre en lumière le quotidien de ces enfants, puis ensuite l'arrestation par Klaus Barbie et ses sbires. Et voilà, si Klaus Barbie a été condamné, c'est fort de cet acte innommable à l'endroit des 44 enfants martyrs, et si on a pu instruire le dossier, c'est grâce en grande partie à la famille Pagnarès-Parisel qui a fourni aux avocats effectivement des traces, des photos, des clichés qui ont été d'ailleurs reproduits dans différents ouvrages. Donc souvenez-vous que les 44 enfants d'Isieux auront été 80% de la guerre, 44 enfants de la colonie des enfants réfugiés. Donc c'est bien de rappeler cela. Alors, on sait qu'au niveau de l'assistance, les femmes, beaucoup de femmes se sont formées d'abord au camp de Gurs
et on pense aussi à la CIMAD, on pense aussi au Secours Suisse aux enfants. Il y a d'autres organisations qui ont travaillé avec les organisations juives. Ce que l'on connaît moins, ce sont les passages, les transferts d'un camp à l'autre pour les juifs. On les faisait. Que se passe-t-il en fait? Alors là, il y a un problème qui vient se surajouter, c'est que les juifs internés dans le sud, ce sont aussi des juifs étrangers. Donc il est extrêmement dur de savoir s'ils ont été internés comme juifs ou comme étrangers. Et quelquefois, ils sont transférés comme étrangers d'un camp à l'autre. Alors, quel est le principe? Le principe, en fait, c'est des vases communicants, finalement. C'est-à-dire qu'au départ, si on prend la fin de l'année 40, pourquoi je prends la fin de l'année 40? C'est parce que les camps passent de la tutelle du ministère de la Guerre au ministère de l'Intérieur en novembre 40, et le régime de Vichy en profite pour fermer certains camps, en ouvrir d'autres. Alors en fait, c'est l'ouverture de Rivesaltes surtout qui va un peu conditionner la fermeture des autres finalement, ainsi que celle de Noé et de Cébédou. Jusqu'à là, il y avait le camp de Gurs. Alors à cette période, novembre 40, il y a environ plus de 10 000 juifs étrangers, en grande majorité donc les expulsés de Palatinat et à peu près 4 000 juifs expulsés de Belgique, donc expulsés eux aussi. Donc c'est vraiment la grande masse des internés qu'on retrouve dans tous les autres camps, sans exception, en 41 et en 42. Ils ont été transférés, dispatchés pour vider le camp de Gurs. Il y a eu ensuite, mais là je vais laisser peut-être Michael en parler, une campagne d'internement d'indésirables étrangers et de nomades français, c'est moins connu, Michael tu l'as déjà dit, à la même période, en octobre 40, qui font que le camp d'Agde va devenir un de ces camps centraux. Il y a le camp d'Argelès qui est lié au camp d'Agde, qui est lui aussi en fonctionnement, mais Argelès va fermer en 41, donc le grand camp de la région, ça devient Rivesaltes, avec son ouverture le 14 janvier 41, où là, plusieurs contingents arrivent de Gurs, pour désengorger Gurs, plusieurs contingents d'Agde, un contingent de Reims, arriveront plusieurs milliers d'internés, pas forcément juifs, du camp d'Argelès. Donc, Rivesaltes devient central, Agde fermé, plusieurs autres petits camps dans le sud-est ont fermé, donc il reste finalement, si on doit résumer, le camp d'Émile, qui a une spécialité, c'est que c'est le camp qui fait office en fait de sas pour les étrangers allemands et autrichiens qui pourraient surtout émigrer. Donc il y a cette particularité-là. Gurs, c'est le camp des Allemands et des Autrichiens, un camp familial. Rivesaltes devient aussi un camp familial, et donc Noé et Cébédou, ces deux camps assez particuliers, soi-disant camps hôpitaux, camps vitrines pour le régime de Vichy, accueillent eux aussi des internés de Gurs et d'autres camps, et il reste sinon, parmi les grands camps, le camp, en tout cas là où on trouve des juifs, le camp du Vernet d'Ariège, où là il s'agit exclusivement d'hommes dangereux soi-disant pour la défense nationale, et plusieurs autres camps où les juifs sont moins nombreux comme l'annexon en Vienne. Donc ton histoire, ta question est compliquée parce que les juifs sont aussi des étrangers. Donc on va les faire bouger de camp à camp. Là, on va arriver directement. On n'est pas encore en 42, on va rester encore en 41. Le camp d'Agde, il va être fermé assez tôt. Ah, pardon, j'avais une question. Avant de passer au camp d'Agde. On sait que le sort des juifs étrangers en particulier, à savoir s'il est interné, assigné à résidence, dépend du préfet. Mais pour le passage d'un camp à l'autre, ça se décide à Vichy. C'est encore compliqué. Eh bien là, tu me poses une colle. Je ne sais pas si les préfets prennent effectivement l'autorisation du ministère avant les transferts. Les grands transferts, ceux du tournant fin 40, début 41, sont nécessairement, oui, négociés par le ministère de l'Intérieur. Après, il y a une multitude de petits transferts de personnes. Je pense quand même qu'il doit y avoir l'aval du ministère. Oui, c'est ça, le ministère, parce que là on passe d'une région à l'autre, donc c'est plus compliqué.
Agde, en 41, va changer de visage. On va enlever les internés civils. Mais ce qui m'intéresse, c'est Montpellier. On a l'arrivée massive, l'assistance, une certaine installation. Mais est-ce que Montpellier va changer de visage avant les grandes rafles, avant les rafles, il va changer de visage entre 40 et 42? Oui, à mesure que... Je ne comprends pas ta question par rapport à... Par rapport à l'assistance aux Juifs, est-ce que les Juifs vont rester à Montpellier? Est-ce que Montpellier reste une ville de passage? Ils vont ensuite vers Toulouse pour essayer d'aller en Espagne. Est-ce que tu as pu mesurer Une ville de passage, ça l'a toujours été. On a effectivement la châtelaine d'Assas qui a aidé de nombreux Juifs à passer par les Pyrénées, par le monastère de Saint-Ambroise. Un exemple parmi d'autres. Alexandre parlait des camps, il fallait peut-être mentionner aussi celui de Mende pour les femmes, le camp de femmes en Lozère. Et le camp d'Agde, oui, effectivement, en 1941, va voir ses populations s'accroître. Sur 6 000 internis, il y aura jusqu'à 3 000 Juifs. Et puis il va accueillir le résultat des rafles de l'été 42. Alors, nous sommes à l'été 42. On va prendre maintenant le point de vue général. L'été 42, c'est le résultat d'une politique véritablement vichyste. Pétain, Laval, Bousquet, un petit tableau. Alors, rapidement, mais en fait, moi, ce qui m'a frappé, plus je me suis documenté, plus finalement je me suis rendu compte que c'est vraiment René Bousquet qui est l'initiateur de cette opération, avec sa funeste déclaration lorsqu'il rencontre en fait le 6 mai 1942, Bousquet qui vient d'être nommé chef de la police, rencontre Heinrich, un des plus hauts personnages du Troisième Reich. C'est une rencontre de courtoisie. Et Bousquet propose donc cette fameuse rencontre au cours de laquelle il propose aux Allemands de prendre les Juifs étrangers de zone libre. Mais finalement, j'ai relu la déclaration exacte. Il ne dit pas les Juifs étrangers, il dit les Juifs étrangers qui sont réfugiés sur notre territoire depuis 1 an et demi. Si on fait la soustraction, 1 an et demi, ça nous amène au mois de novembre 1940, période donc où le camp d'Agde déclin, et surtout période où viennent d'arriver donc les 6500 expulsés juifs du bas de Palatinat, qui est donc resté vraiment cette épine dans le pied de Vichy. Ça a été l'humiliation suprême pour le régime. Et moi, je crois voir, alors ce n'est qu'une hypothèse, mais dans cette offre spontanée de Bousquet, la volonté de laver cet affront. Que ces juifs dont les Allemands se sont débarrassés sur notre sol, et bien, si les Allemands peuvent les reprendre, tant mieux. Donc il fait cette proposition qui va ouvrir la porte en fait à l'arrestation de personnes innocentes sur un territoire où il n'y a pas d'Allemands. Je crois que c'est un événement fondateur, presque hasardeux. Peut-être que sans René Bousquet, cette opération aurait eu lieu plus tard, en 1943, parce que les Allemands, leur but en 1942, c'est Paris et la zone occupée. La zone libre, au départ, c'est vraiment pas leur affaire. On va arriver à Montpellier, mais le fait que ces grandes rafles d'août 1942 aient été effectuées par la police française, gendarmerie, par le régime de Vichy, c'est pour que Vichy donne le sentiment d'être maître chez lui et finalement n'obéit qu'aux nazis, ou est-ce que c'est complété par une volonté antisémite et xénophobe? Alors, je crois que tu as raison, il y a dans toutes ces négociations une part de pseudo-fierté nationale qui consiste à dire vous allez voir, nous on est capable de faire le boulot, donc on va offrir notre police et le travail sera peut-être même mieux fait que si c'était vous qui le faisiez. Bousquet, Laval ne sont pas des gens qui sont à tout prix antisémites. C'est même, finalement leur crime est peut-être pire, c'est qu'il y a beaucoup de calculs d'ambition personnelle, de calculs de contrepartie en ce qui concerne Bousquet pour les attributions de la police. Finalement, la livraison des Juifs de zone libre, ça va être un élément parmi d'autres dans la négociation autour des prérogatives de la police. Et tu as raison, ce n'est pas une histoire d'antisémitisme d'État. Il y a de l'opportunisme, de l'intérêt
au sein desquels vont avoir lieu les rafles, l'ouverture de Rivesaltes. Donc, qu'en est-il de ces grandes rafles à Montpellier? Est-ce que la population montpelliéraine a été touchée ou uniquement les populations étrangères arrivées en 1940, depuis 1940? Dire un petit mot peut-être sur le Cantal, sur l'origine aussi du Cantal qui était édifié pour les réfugiés de la guerre civile espagnole et qui va abriter jusqu'à 6 000 internés pour 3 000 seront juifs, pas seulement des démobilisés tchécoslovaques, des travailleurs indochinois, des populations civiles juives et tziganes. On a deux tableaux sur effectivement les conditions terribles, celle du préfet de l'Hérault et celle du rabbin Henri Chilly. Les conditions étaient terribles du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la sécurité, sur de nombreux plans, et j'aimerais effectivement apporter le témoignage, si je le retrouve, d'un interné au camp d'Agde qui décrit effectivement de manière clinique les conditions quotidiennes. C'est le cas d'Henri Kichka, citoyen belge. J'avais 14 ans à l'époque, et durant 4 mois, j'y ai vécu une vie difficile, déprimante et surtout très avilissante, car en fait nous étions purement et simplement des prisonniers, au même titre que des droits communs, sans liberté, très mal nourris, dans des conditions d'hygiène plus qu'élémentaires. Comme en Allemagne et en Pologne, les hommes et les femmes furent séparés. C'est qu'il y avait deux camps, le camp des Israélites hommes et le camp des Israélites femmes. Hommes et femmes furent séparés avec interdiction de communiquer ou de se voir. Les gardes mobiles n'étaient pas spécialement tendres avec nous. Plusieurs fois, je me suis parvenu à me faufiler sous les barbelés au nez à la barre des gardes mobiles. Je faisais un saut jusqu'à Agde-Centre, où les habitants nous donnaient généreusement des morceaux de pain de la veille, mais qui avaient un goût de liberté. Je refaisais le parcours à l'envers, à mes risques et périls, et en profitais pour jeter par-dessus les barbelés du camp des femmes le pain que je destinais à ma mère et à mes 2 sœurs. Mon père, qui était d'ailleurs pour homme, se procurait quelques travaux de retouche qui lui permettaient d'ajouter au maigre menu quelques suppléments. Alors, le camp d'Agde n'était qu'un temps de transit. Ces internés vont être dirigés vers d'autres camps du midi de la France, et entre 14 janvier 1941 et le 2 mars 1941, 2820 juifs étrangers vont quitter, escorter ce camp dans plusieurs départs successifs. Alors, pour en revenir à ta question sur les rafles, effectivement, dans le département de l'Hérault, dès le 23 juillet 1942, une grande affiche est placardée, effectivement, dans les rues de la ville, signée du préfet délégué Benedetti, qui oblige les Juifs à signaler leur éventuel changement de résidence. Et le 29 juillet, la police fichiste envoie un télégramme au préfet de Perpignan, en communication pour le préfet régional de Montpellier, ordonnant de supprimer les visites et de renforcer la surveillance des camps à partir du 1er août, disposant à cet effet des forces de police et de gendarmerie suivant données par l'intendant de police de Montpellier. Il fallait cacher aux intéressés la destination de la déportation, je cite, « Il y aura lieu de ne pas révéler intéressés véritable destination, mais les informés se rendent dans autre camp, voie aménagement. » Alors, si l'on devait retenir une seule rafle, ça serait celle du 26 août 1942. Les Français vichistes avaient leur quota à fournir à Dallecker qui reverra à la baisse le nombre de juifs qui demandent aux autorités vichistes. Et nous le savons désormais, 76 000 juifs vont être déportés, 20 000 environ dont 20 000 enfants, 3 000 vont revenir et parmi eux, 11 000 vont revenir et parmi eux, aucun enfant. Toutefois, nous le savons grâce aux travaux notamment de Jacques Séblin, les 3 quarts des Juifs de France auront la vie sauve. Alors, la rafle des Juifs de l'Hérault s'est déroulée le 26 août 1942 à 5 h du matin, opérée par des corps vichistes, les policiers, les gendarmes, les pompiers. Sur 1010 juifs devant être raflés, d'après une information transmise à la préfecture héroltaise, seulement 419 vont l'être. Échec partiel de la rafle, qui n'est pas sans rappeler l'échec partiel de la rafle des Juifs de Nancy. Pourquoi ? Parce que certains gendarmes et policiers, certains rajouteront se rappelant à leur humanité, auront prévenu les représentants de la loi mosaïque de l'imminence de rafle. Première raison. Seconde, vigilance accrue après les rafles de la région parisienne. Je
Je rappelle qu'on est un peu plus d'un mois et demi après les arrestations du Veldiv, qui ont eu lieu les 16 et 17 juillet 1942. Voilà des raisons qui expliquent le fait que l'on ait arrêté que la moitié des Juifs visés. Certains n'ont pas cru à l'imminence de cette rafle, sinon on eût pu parler d'échec total. Donc la rafle des Juifs de l'Hérault, qui devait toucher 1010 Juifs, aura en définitive permis l'arrestation de 419 hommes, femmes et enfants, dont la plupart auraient été conduits le soir même au camp de transit à Gatois et au camp perpignanais du Rizat. Alors, ces grandes rafles de 42, c'est à la fois une charnière, mais est-ce que c'est un point de départ ou c'est une charnière? J'arrive pas à le voir dans la continuité ou à un point d'aboutissement. Alors, la grande difficulté, c'est de savoir si tu prends l'histoire de la déportation des Juifs de toute la France ou de la partie zone sud. La partie zone sud, c'est plutôt, c'est à la fois un point de non-retour parce que les femmes et les enfants ont été exterminés, mais finalement, il n'y aura plus d'autres rafles de la part de la police contre les Juifs étrangers du même ordre. C'est-à-dire que finalement, il n'y a guère qu'une rafle à peu près comparable qui frappe les Juifs étrangers du Sud en février 1943. Environ 1500 hommes sont arrêtés, mais justement, il ne s'agit que d'hommes. Alors ça correspond en fait à une demande des Allemands suite à un attentat contre 2 soldats qui ont exigé que 2000 hommes juifs soient remis à Drancy et déportés. Donc finalement, c'est la dernière fois que la police française en zone sud rafle, je dis bien rafle et non pas arrête, des femmes et des enfants. Donc là, on sent bien qu'une barrière morale a été franchie, mais Laval, en tout cas, compte tenu de la protestation de certains évêques, une très petite minorité, mais à la voix très forte, et de l'ensemble de la population, je pense que pour tout le monde en France, il est clair qu'à l'époque, une barrière morale a été franchie, et en zone libre, il n'y aura plus de rafles comparables. Si tu prends la zone occupée, je fais vite. Par contre, les rafles vont continuer de la même manière, et il y aura, n'en déplaise à un ex-futur possible président de la République, il y aura bel et bien en 1944, en zone occupée, en janvier et en février, de très grandes rafles menées par la police française dans les régions de Bordeaux, Poitiers et Nancy, contre des Juifs français, hommes, femmes, enfants, sans distinction. Donc, si tu prends que le Sud, oui, c'est... oui. Oui, les arrestations de Juifs vont susciter l'indignation d'une partie de la population, des autorités d'Église. On sait ici catholiques, protestants, penseurs auront tendu la main à leurs frères aînés ostracisés, pourchassés par les nazis et Vichy, le père Paul Marguet de la paroisse Sainte-Bernadette, les sœurs dominicaines du monastère des Tourelles, l'abbé Prévost. Évidemment, le préfet délégué Benetti a laissé une trace un peu sombre, mais aussi une trace plus éclairée, avec Camille Ernst notamment. En tout cas, concernant l'échec partiel de la rafle des Juifs de l'Hérault, j'aimerais apporter effectivement son témoignage à propos de ce que lui a appelé le ramassage des Juifs étrangers. Ce n'est pas des arrestations, le ramassage des Juifs étrangers, dans lequel il donne des explications sur l'échec de la rafle du 26 août 1942. L'opération, je cite, avait été annoncée depuis un certain temps par la radio anglaise, et dans les milieux juifs, tout le monde s'y attendait. Malgré les précautions, poursuit Benedetti, prises par la police, elle n'a donc pu réussir que partiellement. Certains, cependant, aucun incident ne s'est produit à cette occasion dans tout le département. Cette opération, poursuit Benedetti, emportée sur de nombreuses femmes et enfants, n'a pas été bien accueillie par la population. Bien que certains milieux soient d'accord pour rendre les Juifs responsables de beaucoup de nouveaux, et Vichy rendait responsables les Juifs non seulement du déclenchement de la guerre et de la défaite, ceux-ci bénéficient d'une certaine sympathie dans le public qui ne les considère plus maintenant que comme d'innocentes victimes des autorités d'occupation. À Béziers, ces mesures ont provoqué une profonde indignation, la population ayant assisté malgré l'heure matinale à certaines scènes déchirantes. Tout le monde cependant s'accorde à rejeter la responsabilité de ces mesures sur les autorités allemandes, bien plus que sur le gouvernement français. L'attitude de la préfecture hérotaise. Lors du procès Papon, fonctionnaire vichiste,
a dit « j'étais un fonctionnaire aux ordres, j'étais obligé d'obéir ». Oui et non. On a ici des contre-exemples de Maurice Papon, le préfet délégué Benedetti dans un second temps, Camille Ernst, Friedrichi, ont eu une activité relativement remarquable et ont prévenu les Juifs de l'imminence du drame, ont aidé certaines associations juives quand cela a été possible, et la municipalité montpelliéraine, sous la mandature d'Hélène Mandreau, et la préfecture de l'Hérault, c'était dans les années 2000, ont décidé de nommer 2 lieux, Square Camille Ernst, dans le quartier Beaux-Arts boutonné, cours de la préfecture Camille Ernst. Voilà, c'est un exemple fameux, contre-exemple de Maurice Papon. Un fonctionnaire viciste disait « j'étais aux ordres, j'étais obligé d'obéir », eh bien, Camille Ernst en apporte un démenti cinglant. Suffisamment rare pour être relevé, tout à la gloire de Montpellier. Je vous propose de prendre la parole, de poser des questions. Je vais faire passer un micro. Avant de poser une question à monsieur le conférencier sur une thèse que j'estime un peu contestable, j'aimerais illustrer le Montpellier qui a vu ce genre de faits que vous avez décrits. Alors je pense, en ce qui concerne les spoliations, il y avait un magasin Place Jean Jaurès au coin de la rue Joffre. C'était le chapelier lui s'est vu son magasin spolié. Il y a eu un article sur Midi à ce sujet. Vous avez signalé Nicole Kahn et Wertheimer. Je crois que Nicole Kahn, qui était assez jeune, avait eu un article aussi encore sur Midi, comme toi Midi, c'est pas mal des fois. Et on la voit justement à Palavas, Nicole Kahn. Alors, Nicole Kahn et Wertheimer avaient un restaurant au début, juste au début de la rue, pas loin de la Jean Jaurès, la rue de Lyrique. Voilà. La plupart des commerces se trouvaient dans la grande rue Jean Moulin, qui ne s'appelait pas Jean Moulin à l'époque, évidemment, et dans la rue de la Loge. Évidemment, la chapellerie Alfred a été jusqu'à assez récent, ça a été acquis par la famille Zimmermann, ça reste on est dans la juge entre guillemets, ça a été la chapellerie de Ben Youmov Rai, a été le dernier magasin spolié existant encore à Montpellier, place Jean Jaurès. Alors, avant de poser ma question, je voudrais quand même signaler une chose qui n'a rien à voir, mais si vous voulez, c'est dans le même parcours, c'est dans le même front. Vous avez tout à l'heure signalé que des gens sont morts dans les camps de faim. Oui, alors moi je signale, ça c'était en 1940 et... 40. Moi je signale que sur la 5e République, des harkis sont morts de froid dans des camps. Je tiens à le dire, je suis de confession israélite, mais je tiens à le dire. Alors, oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Vous parlez à l'instant de Midi Libre, effectivement, on doit à ce grand quotidien régional la réalisation d'un beau hors-série sur les Juifs d'Occitanie. On le doit à Midi Libre, on le doit notamment à Roger Torgeman. Et un éclairage a été apporté sur les différents camps du Midi. Pas approfondi, mais en tout cas, il y a effectivement des éléments conséquents, tant sur les camps de Toulouse, portés sur les redressés des Tours, Noé, Rizat, évidemment, incontournable, et le camp d'Arc. J'en viens à la question. Vous avez donc avancé la thèse que je conteste absolument, la thèse que Bousquet et Laval n'étaient pas foncièrement au départ antisémites. Je pose la question, alors moi je n'ai pas vos connaissances savantes, mais peut-être que mon bon sens pourrait compenser. Je suis présomptueux. Simplement, que dire de ces gens qui ont fait ce qu'ils ont fait, que nous savons, qu'est-ce qu'ils sont? Comment vous les appelez ces gens? Des politiciens qui sont dictés par leur mission, qui veulent garder leur poste. Ah non, mais vous occultez
carrément la stigmatisation sur une certaine communauté. Ça me gêne. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous dites que ce n'est pas foncièrement antisémite, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Je suis désolé, monsieur. Ils n'étaient pas foncièrement antisémites. Ça veut dire quoi? Ils étaient à la tête de l'État, ils ont mené une politique de complicité avec le Troisième Reich pour tuer les Juifs. Mais malheureusement, il faut vivre avec l'idée, et pour moi la certitude, que ces gens-là, ce n'est pas la haine des Juifs qui les a conduits à faire ça, ce sont des intérêts politiques personnels. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est vrai. Mais Même si le maréchal Pétain, on le sait, il a signé de sa main l'aval à nommer les enfants, mais il faut avoir à l'esprit, il faudra attendre Vatican II et le dépoussiérage de l'info de l'Église pour que l'antisémitisme ne soit plus une opinion. À l'époque, être antisémite, c'était une opinion parmi d'autres. alors, ça veut dire que, ça veut dire que si les protestants avaient, au lieu des juifs, avaient été stigmatisés, Laval aurait eu la même attitude. Alors ça, monsieur, c'est du conditionnel. Moi, je suis historien. Je m'intéresse à ce qui s'est passé, pas ce qui aurait pu se passer. Mais non, mais vous dites que le politique et puis l'humain, ça ne vaut pas, c'est curieux. Oui, mais c'est justement ça qui est intéressant. Oui, mais bon, comme je dis. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit De la même manière dans les que textes, M. dans les Michel était l'ami de président. Ça aussi, c'est violent. On va écouter monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Intéressant et puis qui nous éclaire beaucoup. Moi, ce qui m'interpelle et m'intéresse, bon, il y a d'abord signalé que les camps existaient avant, parce qu'il y avait des Espagnols qui ont été, les réfugiés espagnols qui ont été logés dans ces camps. Et puis, d'autre point, l'organisation de ces camps, c'est quand même colossal. Qui dirige ces camps? Comment sont organisés? Parce que on ne peut pas décider du jour au lendemain qu'on va rafler tant de personnes, ou bien on va ramasser tant de personnes. Il y a quand même une organisation terrible derrière. Ce n'est pas aussi simple de réfléchir, de dire bon, on va faire du jour au lendemain telle chose. C'est quand même important, ce n'est plus, comme vous dites, les Allemands c'était derrière dans cette organisation, c'était le préfet, et puis derrière c'était les fonctionnaires, qu'il fallait mobiliser tant de personnes, tant de... Comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même important. Michael, je pense qu'on peut partager la réponse. Ces camps-là sont faits le plus souvent dans l'improvisation. Il y a quand même des appels d'offres, il y a des fournisseurs, vous avez raison, du ravitaillement. Mais justement, ça fonctionne mal. C'est-à-dire, si on meurt de faim je ne sais pas, mais à Rivesaltes, c'est parce que il arrive que le ravitaillement soit fait, mais tout pourri sur place. Parce que les gens qui gèrent les camps ne le font pas le plus souvent par vocation, ils sont là parce qu'il faut avoir un boulot, donc on devient gardien d'un camp parce que c'est ça ou rien. Tous ces emplois, ce sont des emplois sous-qualifiés qui n'intéressent pas grand monde et ça fonctionne mal effectivement. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. C'est beaucoup d'improvisation. Ces camps sont créés du jour au lendemain et doivent fonctionner dans les semaines qui suivent. Oui, mais effectivement, il faut une somme d'argent, c'est un budget pour effectivement mettre le somme en place, parce que ce n'est pas des bénévoles qui vont venir. Absolument. Donc, les budgets existent pour équiper les camps, construire les baraques si elles n'existent pas, payer les salaires, etc., acheter du ravitaillement. C'est ce qui confère l'unicité à la Shoah, ce judaïsme planifié à froid, scientifiquement, méthodiquement, de manière industrielle, à
tous les étages, à tous les échelons, et la France a joué un rôle important. Même s'il n'y a pas eu, et ça allait de soi, on l'a pas précisé avec Alexandre et Maurice, un camp d'extermination sur le sol français à l'exception du Struthof, il y a eu quand même des camps de sinistres renommés. Aujourd'hui, il n'existe plus rien en acte dans la cité phocéenne. Vous avez sur l'emplacement du camp à Catois, un collège au nom peu innocent de René Cassin, avec une plaque qui rappelle effectivement ces heures sombres et notamment l'action de Sabine Azati. À Rivesaltes, à contrario, il y a eu une volonté avec un mémorial dans un superbe écrin d'aujourd'hui qui fait la fierté de la région Occitanie, comme le camp des Mines pour la région voisine. Rivesaltes, l'antichambre de Drancy. Je peux rajouter quelque chose, Michael, peut-être pour bien comprendre. Votre question, je me la suis posée aussi. Je l'ai compris un jour grâce à un rapport de l'inspecteur général des camps, celui qui chapeautait tous ces camps, et qui explique qu'en fait, le régime alimentaire des internés en France, quels qu'ils soient, adultes, enfants, repris de justice, doit être celui des prisonniers dans les maisons d'arrêt. Et la hantise de ces gens-là, du gouvernement, c'est qu'on ait plus à manger dans les prisons que dans la société. Et il faut évidemment garder à l'esprit qu'on est dans une société de privation. Et donc, avec ce principe-là d'avoir le régime pénitentiaire dans les camps pour l'alimentation, évidemment, on arrive à des catastrophes. Le ravitaillement est insuffisant, et je vous l'ai dit, bien souvent, il pourrit sur place. Ce qui peut paraître absolument sidérant, j'ai travaillé sur les camps autour de Toulouse, c'est finalement l'improvisation permanente. Quand on voit les échanges avec le préfet Chénaud-de-Léris, il y a les arrivées, et notamment les arrivées des enfants, ils ne savent pas quoi faire des enfants. Et le lait, il n'y a pas de lait. Et donc, on a à chaque fois cette improvisation permanente qui, au final, amène les morts et les maladies. Et c'est vrai que là, autant les centres de mise à mort, ce sont des machines qui sont très bien huilées, et on va démarrer Auschwitz quand les chambres à gaz seront prêtes, autant les centres d'internement en France, c'est de l'improvisation permanente. Et ce sont les internés qui en sont les victimes. Juste une autre petite question, s'il vous plaît. Normalement, l'État français était un État laïque, donc on ne mettait pas la religion dans les dossiers ou bien sous le nom des personnes. Comment il est arrivé à ce moment-là recenser ces personnes? Est-ce qu'il y avait des... Bons juifs sur les cartes d'identité? Non, mais avant je pense que jusqu'aux années 40, c'était un État laïque sans mention de la religion. Mais justement, là, on bascule dans un état d'exception qui n'est plus laïque. Non, mais d'accord, mais alors à ce moment-là, comment il arrive à recenser la population pour aller les rappeler? En fait, monsieur, c'est aussi une des questions que je me suis posée, c'est marrant. Ce n'est possible que par le principe de la déclaration. Si les gens ne viennent pas se faire recenser, il est impossible de savoir qui est juif. Le patronyme, ça ne suffit pas. Les prénoms, etc., ok, ça peut donner des indices, mais le seul moyen pour un État comme celui-là de recenser les juifs, c'est que les juifs soient appelés, entre guillemets, ils n'ont pas le choix, il y a des peines de prison s'ils n'y vont pas, à venir se faire recenser. C'est la seule possibilité. Donc c'était le seul moyen pour arriver là. C'était pas par dénonciation. Alors oui, sinon c'était ce que faisaient les Allemands, en tout cas pour les hommes à partir de 1943, Louis Brunner. Les hommes étaient contraints de baisser leurs pantalons. Et les hommes circoncis partaient dans le camion. Mais les femmes, c'était plus dur pour les Allemands de savoir qui est juif. C'est ce qui s'est passé à Isieux. À Isieux, Klaus Barbie et ses troupes ont fait baisser le pantalon aux enfants, aux garçons. Et voilà, la judaïté était vérifiée ainsi. Je suis. Mais le micro me fait plus de l'arsène que... Bon, je vais essayer de parler fort. On a évoqué
répartition de tous les résidents, tous les malades mentaux résidents dans les hôpitaux psychiatriques, donc alors ça, aussi bien en zone nord que en zone sud. Alors, on n'est pas spécialiste, mais vous avez raison. Il y a une étude qui est parue il y a quelques années qui le dit, effectivement, c'est une mortalité. Je crois que c'est en dizaines de milliers de personnes. Je ne suis pas sûr, mais c'est colossal. Simplement ce soir, on n'a pas cherché à évoquer tous les types de populations internées. On s'est focalisé sur les populations juives. Et par exemple, au Camp d'Agde, on n'a pas évoqué les Indo-Chinois aussi qui étaient là. Démobilisés tchécoslovaques, travailleurs de chinois, tziganes. Moi, surtout qu'il faut faire preuve d'humanité. Absolument. Moi, j'ai vu le film de Simone Veil, et bien, vous savez, c'est quelque chose qui vous touche dans les cœurs. Oui. Les uns et les autres, nous vous enjoignons à aller voir cette fiction sur Simone Veil. J'aimerais remercier aussi la présence du musée de la résistance de la déportation de Castelnau-Lez. Voilà. Et vous voulez intervenir, chère Anne? Nous avons beaucoup travaillé tous les deux avec Écoute Moscovitch. Donc, je voulais simplement parler d'un camp qui me tient beaucoup à cœur et dont je vous remercie d'avoir parlé, c'est le camp de Riotros en Lozère. C'est un camp qui a quand même été ouvert en janvier 1939. C'est un camp qui est ouvert sous la Troisième République. Ce camp va être fermé par la suite en 1942 et où à la fin il y aura aussi des femmes juives, notamment internées, qui sont montées vers le Russie. Et ce camp au départ c'est un camp d'internement de politique, enfin d'antifascistes, allemands, autrichiens. C'est un camp très très intéressant. Et je me permets de vous dire qu'il y a un livre qui est sorti sur ce camp de Riotros qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Michel de Collonges et qui est très intéressant pour parler justement de la façon dont ces camps fonctionnent d'un point de vue administratif. Voilà. C'est camp de l'anti-France. Oui, c'est camp de l'anti-France. Merci. Merci, madame. Ah, Une dernière question. Avec les réfugiés espagnols, que ce soit dans le camp juif, que ce soit avec les Allemands en 39-40, qui ne sont pas forcément des juifs, des étrangers, cette impréparation, d'otages des camps, si bien alimentaire que logement, etc. Je ne sais pas si c'est typiquement français, je ne sais pas, je n'explique pas, je ne sais pas si vous écrivez ça. Pourquoi est-ce qu'on a si peu été capable à la fois de nourrir ces populations, leur donner des cours de formation aux Espagnols, par exemple, qui arrivent, on les a implantés sur le sable, on n'a rien prévu, c'est pareil pour les Juifs, c'est pareil pour les moi je travaille sur les Juifs dans la Nièvre, bon, c'est exactement pareil dans les camps qu'on a implantés pour les Allemands en 1939, la famine au passage. Bon, et voilà, je ne sais pas si vous avez une explication, parce que c'est partout pareil. Parce que, par définition, ces camps ils sont liés à des régimes d'exception ou à des périodes d'exception, soit l'internement de ressortissants ennemis pour les périodes de guerre, que ce soit 14-18 ou 39-40, ou pour des régimes d'exception. Sinon, c'est l'internement pour un délit que vous n'avez pas encore commis. Donc, c'est normal que ces camps soient improvisés, j'allais dire. En République, ce n'est pas possible. Mais quand on voit les pays voisins, je pense à l'Espagne, et l'Espagne évidemment n'a pas du tout la même histoire, mais les flux de population qui sont arrivés en Espagne, ça a été aussi de l'improvisation. On a pris, par exemple, près de Lérida, on a pris une prison pour les mettre, mais la prison ressemblait à rien, et petit à petit ça se met en place, mais ça se met en place par d'autres organisations qui vont aider, en particulier les organisations juives ou les organisations qui vont aider les pilotes et les évadés. Non, on est en période où c'est en permanence, comme le disait Alexandre, on est en permanence en improvisation parce qu'on est dans une situation inédite. Donc, Alban Saint-Kilou-Adjoint, voulait intervenir. Non, juste comme ça, simplement. Je vous rejoins aussi, mais je vous invite à voir le film Joseph, si vous ne l'avez pas vu. Et ce film d'animation fait par Aurel sur la vie de Joseph Paris. Je vous rejoins. Je pense que donc, un film qui a été choisi par la région, c'était nécessaire. Je pense que tout tourne autour de cette organisation. Mais
On n'attend pas pour nous. Du coup, on les met là où on peut. La place, c'est sur les plages, à Argelès, etc. Et donc les enfants sont dans le sable, ils écoutent moins froid, ils y meurent. Sauf un certain nombre d'enfants qui sont, heureusement, il y a une maternité à Rennes, et on vient aider les femmes à accoucher. On se voit beaucoup d'enfants grâce à cette maternité d'Rennes. C'est à visiter, mais aussi très émouvant. Et puis, il faut une organisation. Et on cherche un terrain. Il y a un terrain militaire, un très grand terrain militaire. Et ça, c'est encore un terrain militaire où s'entraîne une partie des troupes françaises, on va dire des troupes d'élite, dans une partie éloignée. Donc, si vous imaginez un carré comme ça, le camp, c'est ça. Tout le reste, c'est un grand terrain militaire. Ensuite, vous avez l'aéroport. Et on dit, on a un terrain, on va choisir ça. Et du coup, on bâtit là. Et la folie administrative, moi je suis fonctionnaire territorial, je ne peux pas imaginer comme autre chose que cette espèce d'incompréhension d'organisation. C'est que dans ce camp, après les Espagnols, on va voir des Juifs, on va voir tout un tas, on va voir des soldats allemands. Et le temps avançant, on va avoir des combattants du FLN. Et on va finir par là. Ça renverse cette organisation. Mais parce qu'à un moment, l'administration a trouvé un lieu, elle a construit là, et finalement, on se dit, c'est plus ça. C'est presque horrible de dire c'est plus ça. Et je rejoins, c'est indépendamment du fait, merci pour cette conférence, parce que je trouve que ça nous rappelle qu'ici aussi, la Shoah est partie d'ici aussi. Donc ces choses ne sont pas éthérées dans des. C'est pas les yeux Schindler. Non, il y a des gens ici qui sont partis dans des camps qu'on a raflés, moins fort heureusement que prévu. Quand tout ça a pesté, c'est prévu. Mais etc. Et cette conférence, elle nous amène à ça, de toujours garder ça dans cette mémoire-là. Oui, l'Occitanie est aussi une terre d'où sont parties des choses qui n'auraient jamais dû partir. Ça doit nous servir de grandes leçons, de très grandes leçons. Effectivement, Alban. Et rappelez aussi que la région Occitanie est la 4e région de France pour les justes parmi les nations. Ce qui montre effectivement qu'il y a eu une Pardon ? C'est ça, oui, il y a eu effectivement de nombreux catholiques, protestants, agnostiques, libres penseurs qui ont caché de juifs, beaucoup de protestants, ayant dans le rétroviseur de l'histoire les guerres de religion et les affrontements avec leurs frères aînés catholiques et protestants. Voilà, donc la région Occitanie, effectivement, il me plaît de le souligner, la 4e région de France au niveau des races et des votables, mais juste parmi les nations. Et Maurice, il y avait une dernière intervention au fond, monsieur ? Non ? Il n'y a pas de dernière intervention. Alors nous allons nous retrouver avec Maurice au mois de mars prochain, je crois que ce sera le 14 mars, pour l'acte 2 de la Shoah dans la région, les Juifs dans la résistance, assistance, sauvetage, guérilla et urbaine maquis. Peut-être tu veux en dire un mot sur la thématique. Avec plaisir. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre l'accent sur non pas les Juifs déportés, mais les Juifs résistants. Vous savez que depuis de bon nombre d'années, on commémore Yom HaShoah et Hagen-Moura, à la fois le Yom de la Shoah et le jour de la bravoure. Or, il se trouve que notre région se caractérise particulièrement non seulement dans l'assistance, mais aussi dans la résistance armée. En 1947, David Knut écrivait dans le premier ouvrage sur la résistance juive, Toulouse, capitale de la résistance juive. Et c'est ce qui va être évoqué à la fois à partir de Toulouse, l'armée juive, qui deviendra l'organisation juive de combat, qui va ensuite fédérer les EI, mais tous deux vont créer les premiers maquis juifs, maquis sionistes, parce que c'est aussi une histoire qui est reliée au sionisme. L'armée juive a pour but non seulement de combattre les nazis, mais aussi de former une jeunesse sur le sol français, pour les envoyer ensuite en Palestine, et nous verrons comment, pour combattre le mandataire britannique. On a une histoire assez complexe, tout à la gloire du peuple juif, et cette histoire, elle se déroule entre Toulouse, Montpellier, Lyon, Grenoble. Elle n'est pas écrite. Pour l'instant, je suis en train de fouiller dans les archives, et c'est absolument extraordinaire. Il y a des personnages absolument fabuleux qui naviguent entre les FTP Moy,
l'armée juive, l'ESEI, l'OSE, des hommes et des femmes fabuleux. Je ne lis plus de romans, je ne lis que leurs témoignages. Ça fait peur et ça fait rêver. Effectivement, et Montpellier a joué un rôle important dans la cause sioniste, aussi bouddhiste. On y reviendra et on vous donne rendez-vous le 14 mars. Mais auparavant, nous vous avons mis en place un rythme effréné, démentiel, jusqu'au printemps prochain. Le mois de novembre est particulièrement chargé. Le 8, nous recevrons ici dans cette même salle Jonathan Arfi, le nouveau et jeune président du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui connaît bien Miguel de la Fosse, pour l'avenir des Juifs en France. Le 19 et le 20, à la salle des rencontres de l'hôtel de l'île de Montpellier, la 3e édition du Salon du Livre des Mondes Juifs, qui est organisée par l'association Séphari, mais également par l'Institut CJLL, présenté par Youssef Olizadeh, ou encore l'association Montpellier pour un judaïsme humaniste et laïque, de nombreux auteurs, dont notamment Annette Vivorca, Marcel Benamou, Christophe Poltanski, Manuel Carcassonne. Le 24, pour finir ce mois de novembre fort chargé, Dominique Orthez, toujours sur la Shoah, Mécanique d'une dérive, son dernier ouvrage. Le 28 octobre, un jeune et brillant intellectuel juif français, Amos Reichmann, sur Jacques Chiffrine, avec son ouvrage Remarquable et remarqué. Et 2 jours après, Pierre Birnbaum, le plus grand des universitaires français, sur Marcel Proust. Voilà, donc accrochez-vous, nous avons un beau programme pour le mois de novembre. Merci à Alexandre Boubu et à Maurice Lugassi de venir à Montpellier. Merci à Vincent Kielo. Bonne fin de soirée.